Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie ouverte. Merci de prendre quelques secondes pour éteindre vos sonneries de téléphone, ordinateur, alouette. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet emploi des crédits budgétaires du portefeuille emploi et solidarité sociale pour l'exercice financier 2026-2027. Une enveloppe de 3 heures a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Doris Marie-Victorin est remplacée par Monsieur Sainte-Croix-Gaspé, Madame Jeannotte Labelle par Madame Lachance-Bellechasse, Monsieur Touin-Rousseau par Monsieur Reid-Beauharnois et Monsieur Fontessier à Laurier-Dorion par Monsieur le Duc Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la secrétaire. Alors, si vous êtes prêts, on se lance. On débute le premier bloc avec l'opposition officielle, Madame la députée de Jeannance-Vigée. Vous avez 22 minutes 21 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, bon après-midi, Monsieur le ministre, ainsi que les gens qui vous accompagnent de votre ministère. Vous êtes nouvellement nommé ministre, alors bienvenue à cet exercice de reddition de comptes. Je salue aussi les membres du deuxième groupe de l'opposition, les membres du gouvernement. Alors, écoutez, d'entrée de jeu, Monsieur le Président, je veux quand même officiellement féliciter le ministre qui vient d'entrer en poste. C'est le troisième ministre en 4 ans qui occupe la chaise de ministre responsable de l'Emploi. Alors, vous comprenez que aujourd'hui, après 8 ans de gouvernement caquiste, on ne peut pas dire que les choses vont mieux par rapport à les acteurs dans le milieu de l'employabilité. Ils n'ont pas le sentiment qu'aujourd'hui, après 8 ans, que les choses s'améliorent. Puis je pense qu'au cours de les questions qu'on va poser, vous allez voir que vous allez peut-être arriver au même constat que nous. Ceci dit, il y a une transformation qui se fait. Il y a, comme je vous dis, les organismes communautaires, avec tous les changements, parce que c'est le troisième ministre en 4 ans, à chaque fois que le ministre change, bien, on présume que tout est presque à recommencer. Les organismes communautaires, les groupes, les acteurs sur le terrain doivent constamment recommencer les représentations, refaire les mêmes rencontres, réexpliquer les mêmes enjeux à chaque ministre. Et il y a plusieurs nous disent qu'ils n'arrêtent pas de faire des mémoires, des représentations, la documentation qui doit être refaite aussi pour être transmis. Alors, la première question, c'est très, très simple au ministre. Quelles sont vos grandes priorités pour les prochains mois? Alors, Monsieur le Président, d'abord, pour vous dire à quel point je suis heureux de me retrouver parmi vous. Effectivement, je suis arrivé en mandat il y a à peine 1 mois et j'ai l'occasion aujourd'hui d'être entouré par une équipe formidable et comme le veut la tradition, vous me permettrez bien sûr d'abord de saluer leur présence et puis, pour ne pas les oublier, je cherchais ma liste que j'ai remise dans je ne sais plus trop quelle chemise, mais quoi qu'il en soit, j'irai à Capella, bien sûr, en commençant à ma droite par notre sous-ministre en chef, qui est d'une présence extraordinaire, donc Mme Annick Laberge. Je suis aussi accompagné à ma gauche de mon chef de cabinet, M. Pierre-Alexandre Normand, et j'ai le grand patron de la Commission des partenaires du marché du travail, M. Jean Lortie, qui nous accompagne. Et nous avons de très nombreux sous-ministres qui sont derrière moi, mon équipe de cabinet. Alors, je vous salue tous, en particulier Francis qui nous accompagne, que j'ai dérangé encore dimanche dernier à je ne sais plus combien de reprises pour m'assurer de l'acuité de ma connaissance. Donc, ceci étant dit, je salue également les députés de la majorité ministérielle et les collègues de l'opposition. Et on tentera au cours des heures qui viennent de pouvoir répondre au mieux aux questions toujours aussi pertinentes soulevées par nos collègues. Et l'enjeu que soulève la députée de Jeannance-Vigée est important. La relation que l'État du Québec, peu importe le ministère, entretient avec les OBNL, elle est cruciale, en particulier au niveau de l'emploi. Vous savez qu'on a, grosso modo, nous finançons, bon an, mal an, près de 400 organisations qui, en fait, nous achetons des services auprès de 400 organisations réparties à travers le territoire du Québec. Et puis, nous tous, comme députés, nous sommes à même de voir l'extraordinaire compétence de ces groupes, leur disponibilité, leur agilité.
Et ma priorité, c'est de poursuivre dans la lancée de mes prédécesseurs pour donner encore plus d'agilité au système. Et vous savez que donc, grosso modo, nous finançons à hauteur de 250 millions de dollars par année ces 400 organisations dont je vous parle, un financement qui est propre, bien sûr, à l'acquisition de services. Et je pourrais, parce que M. le Président me fait le signe d'atterrir, pouvoir poursuivre dans notre échange à cet égard. Professeur, j'emploie les mêmes signes que vous employez quand vous avez présidé. Allez-y, Madame la députée, la parole est à vous. Pas parce que vous n'êtes pas intéressante, c'est parce que Non, le non, temps non. file Vous avez et raison. on a plusieurs questions. Vous avez parfaitement raison. Mais très, très contente de vous entendre dire que la relation que le ministère a avec les OBNL, qui font un travail exemplaire sur le terrain, Dieu sait que comme député, on est très content de les avoir dans nos comtés, hein, parce que sinon, on serait à gérer ces cas-là et on est loin d'être des experts dans le domaine. Et vous dites que vous allez continuer dans la même veine que vos prédécesseurs. Je vous dirais, pas sûr que c'est la bonne voie, mais contente de savoir que vous allez donner plus d'agilité. Alors, juste pour prendre la balle au bon, vous parlez d'agilité. Oui. Alors, j'imagine que vous avez déjà des pistes en tête ou Oui. déjà comment je peux dire, des dossiers que vous voulez vous approprier pour faire avancer. Est-ce que je peux vous demander, ça serait lesquels? Oui, absolument. D'abord, commençons par rappeler le fait que nous avons, changé la donne à partir de 2021 par une indexation sur une base annuelle des achats de services faits au niveau de nos OBNL. Ça, c'est une nouveauté très importante qui était réclamée par le milieu et que nous avons accordée depuis 2021 parce qu'il faut savoir que les tarifs étaient essentiellement gelés depuis 2004-2005. Et non seulement nous opérons une indexation des sommes depuis 2021, sans arrêt depuis ce temps-là, avec les bonifications importantes que cela suppose au niveau financier, mais nous allons faire un rattrapage financier très important, 2004 jusqu'à 2020, en 2 étapes. Et on a déjà une première tranche de financement additionnel qui a été donnée donc, à la hauteur de 7,25 % d'augmentation cette année. Ce sera la même chose l'an prochain. Donc, non seulement on est dans une logique d'indexation pour ne pas pénaliser nos partenaires, mais qui plus est, on est dans une logique de rattrapage par rapport au financement perdu durant la période, si je ne m'abuse, qui était libérale. La logique d'indexation. Oui. Pourtant, vous avez juste à vous promener dans votre propre comté pour rencontrer quelques-uns de vos partenaires, de vous faire dire qu'il y a un manque de ressources flagrant, que le financement a été coupé. Alors, quand vous parlez de rattrapage, je vous fais marquer que les OBNL, là, les organismes communautaires, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, étaient tous ici devant l'Assemblée nationale en train de manifester parce qu'ils n'ont pas vu une indexation, eux, dans leur budget. Au contraire, il y a eu des coupures. Ouais. Et vous voulez qu'ils en fassent plus avec beaucoup de moins d'argent. Alors, expliquez-moi, quand vous dites la logique d'indexation, lesquels vous avez indexé, combien d'organismes et dans quel secteur? Bon. Je pense, M. le Président, ce stade-ci, suite à la très bonne question qui m'est posée par ma collègue de Jeanne-Mance-Vigée, il faut faire une distinction fondamentale entre le financement d'un OBNL et l'acquisition de services que nous achetons auprès de ces OBNL pour qu'elles puissent produire un certain nombre de services pour lesquels ils sont spécialisés sur leur territoire. Donc, nous, on n'est pas là directement pour le financement à la mission d'une organisation. Ce n'est pas, a priori, la base du ministère de l'Emploi. Nous, on est là pour développer l'employabilité, diminuer le taux de chômage, augmenter le taux d'emploi, et on y arrive en travaillant avec 400 formidables partenaires partout sur le territoire. Oui, avec tout respect, M. le ministre, le taux de chômage auprès des jeunes a augmenté. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi élevé auprès des jeunes, auprès de ces jeunes-là au niveau de l'insertion de l'emploi. Vous dites que vous n'êtes pas là pour financer les organismes communautaires par rapport à la mission globale.
Moi, si je vous dis là, que depuis que, puis ça, c'est pas directement à vous, là, mais je parle de votre gouvernement, que vous êtes un gouvernement interventionniste, centralisé, tous les services à Service Québec, qui fait en sorte qu'on est en train de se priver de l'expertise que nous avons créée sur le terrain. Je parle de nos OBML qui font un travail extraordinaire, sur le prétexte que ils ne fit pas dans des critères qui sont définis par Service Québec. Je vais vous donner des exemples concrets tout à l'heure, mais là, on jase, puis en ayant cet échange-là, ça va me permettre de savoir où est-ce que vous voulez vous en aller. Alors là, vous dites, vous allez être dans la continuité, mais en même temps, vous allez donner l'agilité. Comment vous pouvez être dans la continuité puis donner l'agilité en même temps à nos BML, que je vous dis, là, sont pris à la gorge? Alors, tout simplement parce qu'on est dans la continuité d'une série de mesures qui, depuis plusieurs années, donnent à chaque fois plus d'agilité à nos organisations. Je vais vous donner un exemple très criant qui était demandé par les organisations. Nous, à l'emploi, on va cesser le financement annualisé pour passer à un financement triennal. C'était une volonté du milieu auquel nous avons consenti parce qu'on trouvait que ça avait juste plein de bon sens que de pouvoir passer d'une logique annuelle à une logique triennale, ce qui fait que nos administrations sont moins sous le joug d'une reddition de comptes annuelle. Je pense que vous intervenez. Sur une base triennale, c'est bien, parce que ça donne la prévisibilité, chose que les organismes communautaires demandent depuis longtemps. On parle d'un financement quinquennal pour donner un petit peu plus de temps aussi. Mais comment vous expliquez à ce moment-là, parce que vous semblez dire, bien, écoutez, on est à l'écoute, on donne de l'agilité, on va répondre à leurs demandes par rapport à la prévisibilité. Par contre, c'est pas ça qu'on entend sur le terrain, M. le ministre, avec tout respect. Qu'est-ce qu'on entend sur le terrain, c'est que la clientèle ne cesse pas d'augmenter. Les ressources sont non seulement limitées, mais ils ont été coupées dans les dernières années. Et là, vous me dites, non, c'est pas ça. Alors, moi, je vous demande, dans votre volonté d'être plus agile, dans votre volonté de donner la prévisibilité à nos organismes communautaires, vous avez... D'ailleurs, je vous demande depuis quand que vous avez donné le financement sur une base triennale. Est-ce que c'est tout récent? C'est depuis quand? Par étapes, sur 3 ans. Et au terme de nos 3 ans, on espère que l'an passé, de mémoire. Ah, pardon, je m'excuse, ça commence cette année, mais exactement. Et sur une base triennale... Alors, ils ont déjà reçu la lettre, M. le ministre, en disant qu'ils vont être financés? C'est pas tous les groupes en même temps, on va y aller par strate, par phase. Alors, le premier groupe, ça serait qui? Je peux peut-être demander à M. le ministre s'il y a consentement pour qu'elle vous les donne, là. Je n'ai pas la liste. Elle pourrait les déposer à la commission, comme ça va être au bénéfice de tous les collègues. Oui. Absolument. Ouais. Si c'est possible. Mais ceci étant dit, chers collègues, j'ai des chiffres devant moi que je pourrais déposer si vous le souhaitez. Avec plaisir. Mais depuis 2017, là, jusqu'à aujourd'hui, donc on est rendu à 251 millions, plus de 251 millions en financement. On n'a jamais... de manière substantielle, il y a un accroissement à chaque année toujours plus grand entre le budget et les prestations dispensées. Donc, chaque année, il y a de moins en moins de prestations sollicitées auprès de nos 400 OBNL. Et pourtant, le budget global, lui, non seulement s'est maintenu, mais s'est accru. Ce qui fait qu'au global, par individu, nous finançons beaucoup plus les services en matière d'employabilité maintenant qu'auparavant. Les services qui sont sélectionnés spécifiquement par Service Québec, qui fait en sorte qu'on vient d'oublier un strat de ces gens-là. Mais on va aller dans un témoignage parce que vous semblez dire que tout est beau, qu'on a réglé beaucoup de problèmes. Et je vais vous dire que c'est vraiment pas ça pour avoir pas curieux faire des tournées à travers le Québec, là, puis à rencontrer ces gens-là. C'est pas le son de cloche qu'on a sur le terrain. Alors là, je vais vous lire un petit peu un témoignage. Alors, plusieurs organismes en employabilité nous avaient lancé un cri de cœur concernant l'évolution des services d'accompagnement vers l'emploi au Québec.
Plusieurs nous disaient avoir l'impression que le gouvernement traite désormais l'employabilité comme un simple programme administratif à gérer à distance plutôt que comme un travail profondément humain de réinsertion, d'accompagnement et de restructuration personnelle. Depuis quelques semaines, nous avons repris les rencontres avec plusieurs organismes partout au Québec. Ça, c'est Horizon Carrière. C'est un organisme qui travaille dans l'employabilité, qui est dans mon comté. C'est Mme Lina Rafoul, que je salue parce qu'elle nous regarde présentement, qui fait un travail extraordinaire. Honnêtement, ce que nous attendons sur le terrain est extrêmement préoccupant. Plusieurs intervenants nous disent avoir l'impression que le gouvernement a progressivement remplacé la proximité humaine par une logique de centralisation, de reddition de comptes et de gestion administrative. Pourtant, derrière les programmes d'employabilité, il y a souvent des jeunes de la DPJ, des personnes qui vivent des enjeux de santé mentale, des personnes qui ont connu l'itinérance, des femmes victimes de violences et des gens qui tiennent simplement se retrouver un peu de stabilité ou de dignité dans leur vie. Alors, Monsieur le Président, un organisme nous rencontre récemment le cas d'une jeune mère monoparentale qui occupait déjà un emploi à temps partiel, mais incapable de payer ses factures et de nourrir convenablement ses enfants. Cette femme ne demande pas l'aide sociale, elle ne veut pas aller sur l'aide sociale, elle demande simplement de l'aide pour trouver un emploi à temps plein. Pourtant, parce qu'elle occupait déjà un emploi à temps partiel, sa demande aurait été refusée. Cette femme aura ensuite sobré dans une situation d'exploitation sexuelle afin de survivre financièrement. Lorsque l'organisme a tenté de réintervenir, on lui aura finalement répondu qu'il ne s'agissait plus d'un enjeu d'employabilité, mais plutôt d'un enjeu qui relève de la santé mentale et les réseaux de la santé. Comment une personne peut-elle espérer de se reconstruire lorsque le système lui-même la renvoie constamment d'une porte à l'autre? Est-ce que le ministre reconnaît qu'il existe actuellement des personnes extrêmement vulnérables qui tombent littéralement entre les mailles du filet administratif gouvernemental? Bien, chers collègues, Monsieur le Président, sachez à quel point je suis extrêmement sensible au cas dont vient de nous parler ma collègue de Jeanne-Mance-Vigée. D'abord, je salue les intervenants du groupe Horizon Carrière. Et dans chacune de nos circonscriptions, nous avons comme ça l'exemple de relais communautaires qui viennent en appui à des personnes qui rencontrent des épreuves de vie excessivement difficiles. Et c'est la mission fondamentale du ministère de l'Emploi, c'est de soutenir des groupes communautaires qui, chacun, selon leur spécialisation, selon leur territoire d'intervention, ont développé une expertise que personne d'autre n'a. C'est la raison pour laquelle nous, comme ministère, nous achetons des services auprès des groupes les plus compétents pour pouvoir intervenir. Et nous n'avons jamais cessé de le faire, malgré des coupures financières importantes imposées par le gouvernement fédéral dans la diminution des transferts qu'il nous octroie, une diminution de 145 millions par année qu'on va devoir subir pour au moins 3 ans. Et malgré cette ponction très importante de revenus, le gouvernement du Québec est présent en maintenant de manière très active, malgré parfois des demandes sur le terrain, l'essentiel des budgets dévolus à nos OBNL. Je vous écoute, Monsieur le ministre, puis loin de moi de dire que vous n'avez pas cette sensibilité-là, au contraire. Mais les actions ne suivent pas les mesures qui sont mises en place. Alors, moi, je vous dis, on a des OBNL qui font un travail en employabilité, qui ont créé une certaine expertise dans le domaine, qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation parce qu'ils ne fit pas dans une case qui a été déterminée par Service Québec, qui ne sont pas capables d'offrir le service. Alors, moi, je veux savoir, vous, en tant que ministre qui vient d'arriver dans le dossier, que je suis sûre et certaine que vous attendez les mêmes choses que tous les députés, les 125 députés, on entend dans nos comtés. Qu'est-ce que vous allez entamer de faire? Dans le fond, je vous demande, est-ce que vous avez l'intention de décentraliser au lieu de continuer à centraliser les pouvoirs à Service Québec? Bon, alors il y a
plusieurs enjeux qui sont soulevés dans la question de ma collègue. Simplement, commencer par là où elle est terminée, sur les enjeux de décentralisation. Vous savez qu'on a à peu près 170 bureaux de Service Québec répartis partout sur le territoire. On a des directions régionales très actives qui sont en lien direct avec nos groupes communautaires partout sur le territoire. Conséquemment, Monsieur le Président, j'ose vous dire qu'il serait difficile d'être plus décentralisé que nous le sommes. On est un des ministères les plus près de l'action, les plus près du lieu, donc les plus près des besoins. Maintenant, pour faire juste quelques pas en arrière par rapport à l'intervention de ma collègue, il est très, très difficile ici, lors d'une étude de crédit, de parler de cas spécifiques, quels qu'ils soient, surtout lorsqu'ils sont aussi graves que ceux dont me parle ma collègue. Mais ce que j'ai compris de ma sous-ministre, c'est qu'à ce stade, la Direction générale de Service Québec n'avait pas été interpellée à ce jour par le cas mentionné. Donc, moi, j'invite véritablement Horizon Carrière, parce que vous savez que chaque OBNL, a un fonctionnaire qui s'occupe de lui, et puis il s'agit d'être en lien avec Service Québec pour voir comment nous pouvons, le plus rapidement possible, venir en aide à cette dame dont vous nous parlez. Bien, c'est ça l'enjeu. Exactement qu'est-ce que vous venez de soulever, M. le ministre. C'est qu'auparavant, ça a été l'organisme qui aurait pris en charge la madame, qui aurait aiguillé la madame, puis qui aurait assuré qu'elle ne tombe pas davantage dans la vulnérabilité. C'est justement ça. Ça tombe en deux chaises parce qu'ils doivent être référés à Service Québec. C'est exactement, vous venez d'expliquer un cas typique. Pas nécessairement, ce cas-là, c'est un exemple parmi d'autres. Je peux m'en donner dans plein d'autres cas, là. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'auparavant, ces organismes-là, communautaires-là, recevaient du financement qu'ils ne reçoivent plus, qui ont une expertise dans le domaine de réinsertion et de l'employabilité. Et aujourd'hui, ces gens-là, pour des critères qui sont bien spécifiques, on travaille à vase clos, n'ont pas capable de répondre aux besoins de la madame parce qu'il doit être référé ailleurs. Vous venez de le dire vous-même, qu'elle réfère à Service Québec. Quand eux, ils ont l'expertise pour l'avoir aidé, mais ça ne rentre pas dans les stats, les statistiques. Oui, bien, essentiellement, Monsieur le Président, c'est toujours excessivement délicat de parler d'un cas particulier comme ça. Tu sais, en séance tenante, en commission, parce que chaque cas a ses spécificités. Vous êtes une députée de longue date, je le suis également. Justement. Donc, je ne voudrais pas commenter un cas comme celui-là, bien qu'il soit, à mes yeux, très important. Et puis, ça vient beaucoup nous chercher, ce que vous me racontez. Puis, en tout cas, dans la mesure du possible, moi, je serai là pour vous accompagner. Après l'étude de crédit, là, on tente de s'en reparler. Une seconde, ça va? Parfait. Merci. Ça m'a fait un seul bloc d'échange avec l'opposition officielle. On enchaîne avec la deuxième opposition, M. le député de Hochelaga-Maisonneuve. 14 minutes 48 secondes. Merci, M. le Président. Salutations à M. le ministre. Félicitations pour vos nouvelles fonctions. Salutations, évidemment, à tous ceux et celles qui l'accompagnent aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle du RQAP. C'est un de mes dadas que j'aime beaucoup. J'en ai profité personnellement quand j'ai été un heureux père il y a quelques années de ça maintenant. Puis c'est un régime qui est quand même très apprécié des Québécois et Québécoises. Et en cette salle, il y a plus de 5 ans maintenant, j'avais discuté avec votre prédécesseur, l'ancien ministre de l'Emploi, le député de Trois-Rivières, d'un projet de loi. Donc en 2019, on a négocié un projet de loi, une réforme du RQAP qui a changé quelques éléments. Un des éléments qui était important là-dessus, c'est qu'on avait beaucoup de surplus, puis on voulait améliorer la présence des pères, que les pères soient plus présents auprès de leurs enfants. Tous les rapports disent que c'est une bonne chose, ça partage la charge mentale, ça implique le père plus tôt dans la vie de l'enfant, et les études démontrent qu'il va rester impliqué près de l'enfant tout au long de sa vie, plus il est dans la prime jeunesse de cet enfant-là. Or, le ministre avait inventé une espèce de manière de procéder où est-ce que si on forçait le partage du congé parental et qu'on rajoutait un petit bonus de plus 4 semaines, il espérait que ça ait un effet statistique sur la présence des pères. Moi, je plaidais plutôt à l'époque qu'il faudrait rajouter des nombres de semaines réservées aux pères. Or, le rapport de mise en œuvre du projet de loi est sorti il y a quelques mois, quelques semaines. Le projet de loi, donc 2019, c'était écrit dans la loi, on fait une mise en œuvre 5 ans plus tard, on y est. Et quand on regarde notamment à la page 6,
où est-ce qu'on fait l'analyse de cette mesure-là. C'est écrit la chose suivante. Toutefois, la durée moyenne de semaines de prestations prises par ceux qui les partageaient, on fait référence au père ici, est passée de 12 à 10,8 semaines entre 2006 et 2015 avant de se stabiliser à 11 semaines au cours des années subséquentes. Pas un effet intéressant du tout sur la présence du père. Puis quand on va un peu plus loin dans le rapport, à la page 20, au bas de la page 20, il y a un tableau avec les naissances, les adoptions. Moi, je me concentre sur les naissances et c'est les durées des prestations, les semaines prises dans les faits par les pères et les mères. Ça part de 2019, ça va jusqu'à 2023. Bien, les pères, ça n'a pas bougé bien. On part à 9,1 en moyenne de semaines utilisées par les pères jusqu'à 10,6 2023. Donc, un effet à toute fin pratique marginal. Est-ce que vous êtes donc en mesure de me faire le même constat que moi, que ça n'a pas fonctionné, le partage des semaines, tel que le ministre, votre prédécesseur, l'avait imaginé en matière de présence effective supplémentaire du père auprès des enfants? Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, mon collègue soulève un enjeu très important qui est celui du congé parental, plus particulièrement, disons, paternel. Moi, je suis d'une génération qui n'a pas pu totalement, autant qu'il l'aurait souhaité, bénéficier d'un congé parental paternel. Et on sait à quel point c'est crucial pour la famille, pour les enfants, pour la mère elle-même. Et moi, je pense que une société comme la nôtre avance graduellement. On va dans la bonne direction. Est-ce qu'on a atteint une situation optimale? Sans doute qu'on peut toujours faire mieux. Mais je pense que, comme société, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où nous sommes aussi généreux que nous le sommes dans des logiques de congés parentaux. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des améliorations ici et là? Est-ce que le partage est efficient? Est-ce qu'il est maximal? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Très certainement que oui. Mais moi, je vous dis, globalement, Monsieur le Président, je pense que nous sommes dans la bonne direction et nous sommes une des sociétés qui, dans le monde, est un leader. Ça n'a pas marché pour différentes raisons, Monsieur le Président. Ces chiffres que vous nous présentez, votre ministère, dans ce rapport-là, d'une part parce que les semaines réservées aux pères, si vous ne les prenez pas, elles disparaissent. C'est plus facile d'aller négocier avec son employeur pour dire, bien là, tu me donnes-tu mes 5 semaines? Si je ne les utilise pas, on les perd. Tandis que le congé partageable est partageable, bien sûr, entre la mère et le père. L'autre raison aussi, c'est que le partage forcé, le bonus de plus 4 dans le partage forcé, ça ne donne pas à toutes les familles de faire ça. Certaines l'utilisent, les statistiques le montrent, c'est bien correct, mais ça n'a pas un effet substantiel sur les chiffres. Donc, partagez-vous le même constat que cette mesure-là n'a pas, dans les faits, ajouté une présence plus soutenue du père auprès des enfants? Alors, Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question, qui me rejoint beaucoup dans mon expérience de vie, et je sais à quel point ça fait partie de la réflexion de bien des couples. Avant d'avoir des enfants, on y pense. Moi, quand je vous disais à la base que nous sommes dans la bonne direction, on me partage des chiffres selon lesquels la proportion donc des couples en partage est passée de 8 à 32 % à travers le temps. Donc, c'est quand même très significatif, cette augmentation-là. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Très certainement. Mais au risque de me répéter, je pense que, donc, et ça, récemment, là, de 2001 à aujourd'hui, autrement dit, c'est un pas dans la bonne direction que je salue. Encore une fois, j'ai vu ces chiffres-là aussi, M. le Président, mais ça n'a pas d'effet réel selon les propres rapports sur le nombre de semaines effectivement prises par le père. Il y en a des solutions, M. le ministre. Votre gouvernement a procédé, il y a quelques mois, à une 4e baisse du taux de cotisation du RQAP. 4e baisse depuis 2016. On se prive donc, c'était 315 millions de dollars pour 24. La projection pour 25, c'était 389 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent dont on s'est privé pour des baisses de cotisation que personne ne demandait. N'aurait-il pas lieu de faire, lors de des prochains surplus, parce qu'ils s'enlignent pour peut-être en avoir d'autres, des surplus, cesser? Pouvez-vous prendre l'engagement de cesser les baisses de cotisation et d'investir plutôt les surplus dans l'amélioration du régime, notamment dans les semaines réservées aux pères? Vous savez qu'on était précurseur en 2006 lors de la mise en place du régime. On commence à être un peu fin de peloton là, sur les semaines réservées aux pères. La plupart des pays de l'OCDE ont bougé vers 8, 9, 10, des fois 11 semaines réservées aux pères. On n'en a que 5. On a calculé à Québec solidaire que d'en rajouter 5, donc pour un total de 10, ça serait à peu près 200 millions de dollars annuellement, ce qui est la moitié des surplus qu'on projetait pour l'année prochaine. Y a-t-il pas lieu donc de dire,
ouais, c'est bon, on arrête les baisses de cotisation, puis les prochains surplus, on les mettra dans le régime, notamment sur les semaines réservées aux pères? Bien, je remercie mon collègue pour sa question. Je ne peux pas m'avancer sur ces baisses de fonds, si ce n'est que pour vous dire que on a baissé de 13 l'an passé les cotisations, et c'est quelque chose qui est très, très, bien sûr, apprécié des cotisants. Et les informations qui me parviennent sont à l'effet que les employeurs sondés également l'an passé par rapport à nos mesures les trouvaient très avantageuses, très progressistes. Encore là, c'est une manière pour moi, M. le Président, de vous dire qu'il me semble que comme société, nous progressons. Y a-t-il des améliorations potentielles à opérer? Très certainement. On ne vit pas dans un monde qui est parfait. Mais ceci étant dit, je pense que nous cheminons à bon rythme dans la bonne direction. Je terminerai cet échange sur le RQAP, M. le ministre, en vous disant qu'il y a un débat naissant au Québec sur le taux de natalité. Faut-il faire des mesures pour hausser le taux de natalité? Ça produit certains effets, des fois négatifs, dans les milieux des femmes, notamment les milieux féministes, qui ont l'impression qu'on était en train de reculer sur le contrôle du corps des femmes. Le RQAP, la bonification du RQAP, ça serait une mesure positive. Pourquoi les gens ont moins envie peut-être de faire des enfants? Bien, il y a le taux de chômage à 10 on en parlera tantôt. Les maisons coûtent très cher. Il y a l'éco-anxiété qui est dans le tapis. Mais si on avait des conditions positives pour avoir un enfant, comme le régime du RQAP, ça pourrait contribuer de manière intéressante au débat sur le taux de natalité. Je vous laisse dans votre besace de réflexion, Monsieur le ministre. Chers collègues, ceci étant dit, l'argent ne poussant pas dans les arbres, tout ça vient des travailleurs. C'est une réflexion globale qu'on doit avoir par rapport à la capacité de payer de l'ensemble de la population. On est d'accord là-dessus. Parlons du milieu communautaire. Ma collègue en parlait tantôt. Moi, je vais me concentrer sur un cas particulier qui m'est cher, qui est dans ma circonscription, qu'on vous a sûrement bien briefé à votre équipe là-dessus. C'est le Boulot Vert. Boulot Vert, son directeur, Jean-François Lapointe, est derrière nous, est avec nous ici en commission aujourd'hui. L'an dernier, avec votre prédécesseur, il était là aussi. On avait demandé si sa prédécesseur était ouverte à faire une rencontre. Elle avait dit oui, mais... Puis là, je ne lance pas de briques, mais la rencontre avait eu lieu dans le coin du corridor improvisé. Je vous reposerai une question plus formelle cette fois-ci. Seriez-vous ouvert, M. le ministre, parce que je sais qu'il vous a envoyé une belle lettre détaillant ses demandes il y a quelques semaines, à une rencontre en bonne et due forme avec M. Lapointe, quelqu'un de son CA, des gens de votre cabinet, mais vous, en personne, seriez-vous prêt à vous asseoir pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, vous gérez votre agenda, bien sûr, mais une vraie rencontre en bonne et due forme avec M. Lapointe de Boulot Vert? Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve, enfin, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, chers collègues d'Hochelaga-Maisonneuve, ça me ferait un immense plaisir que de pouvoir rencontrer, d'ailleurs le plus rapidement possible, M. Lapointe. Ce ne serait pas ma première rencontre du genre. Ceux qui me connaissent savent que j'essaie d'être le plus accessible possible. Je suis souvent à Québec, par contre. Il faut qu'il sache ça. Je suis ministre responsable de la région de Québec. Mais c'est pas grave. S'il est là aujourd'hui, c'est qu'il est prêt à se déplacer, visiblement. On prendra le temps qu'il faut pour se rencontrer, que ce soit à Québec ou à Montréal. Et je lève mon chapeau au travail formidable de député que vous faites en défendant les groupes de votre circonscription. C'est tout à votre honneur. C'est gentil, M. le ministre. Salutations aux collègues des autres partis aussi qui avaient parlé de Boulot Vert dans le passé. Je vous résume un peu la situation, puis je vous laisserai bien sûr discuter avec eux à la fameuse rencontre, mais il y a eu une espèce d'exercice, je peux le dire comme ça, de coupure l'an dernier. On avait réussi à sauver Boulot Vert avec un engagement de prolonger une des deux subventions qui est fournie par le ministère. Malheureusement, cette année, on a eu la mauvaise nouvelle qu'il n'était pas possible de continuer. L'organisme, cela étant dit, s'est relevé les manches, a décidé d'aller bouger vers le financement des fondations, le financement extérieur, le financement privé, qu'on pourrait dire, avec un bon succès d'estime, un bon succès de terrain. Moi, j'étais là la semaine dernière, en fait, je ne sais pas si vous faites ça des fois dans vos circos respectifs, chers collègues, mais je suis invité à présenter ça fait quoi un député dans la vie, comment ça marche les élections, avec les jeunes qui sont là à Boulot Vert, qui font de l'ébénisterie. On part de la base, le municipal, le provincial, le fédéral, les élections, le contrôle au gouvernement, etc. C'est toujours extrêmement pertinent et enrichissant. Mais ils font des petits miracles, le Boulot Vert, en sortant... c'est aussi de la prévention de l'itinérance, vous le savez très bien. C'est des jeunes qui ont été parfois
qui sont sortis du système scolaire, qui ont perdu une certaine foi dans le système au sens large du gouvernement, de la société québécoise. Alors, si on a des organismes comme Boulot Vert, d'insertion, de formation, qui leur tendent la main, qui les accueillent, qui leur donnent un sens de la communauté, une éthique de travail, des notions de citoyenneté aussi, mais je ne pense pas que c'est des investissements qui sont perdus. Bien au contraire, c'est des investissements qu'on fait sur la personne, sur le jeune, pour en faire un travailleur, un citoyen modèle, puis aussi pour prévenir une situation d'itinérance potentielle qui va coûter, disons-le, à la société beaucoup plus cher à la fin de l'exercice. Oui. Alors, Monsieur le Président, je suis très sensible à ce que soulève notre collègue. C'est jamais agréable de voir un groupe de notre comté qui éprouve des difficultés financières. Je commencerai par la base, puis en tout respect pour le travail que fait Boulot Vert, puis sous réserve des discussions que nous aurons ensemble plus tard, puis je suis pas un expert de Boulot Vert, je suis encore moins un expert de votre écosystème là, communautaire, donc je m'avance prudemment en vous disant qu'essentiellement, si on reprend l'essentiel de l'opération, on a grosso modo 400 oses. Parmi ceux-là, à peu près 50 de ceux-là se retrouvent sur le territoire montréalais, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui est important pour l'État québécois, c'est de pouvoir, et le ministère de l'Emploi en particulier, de pouvoir harmoniser l'achat de services en fonction des besoins qui existent sur son territoire. Ces besoins sont mouvants, hein, et ils ne sont pas figés dans le temps. Et il faut voir aussi, donc, dans cet écosystème, est-ce qu'il y a duplication de services? Comment on ne peut pas optimiser, finalement, pour les gens qui sont à la recherche d'emploi, qui ont besoin de secours en matière d'employabilité, qui veulent peut-être entrer dans une entreprise d'insertion du travail? Quelle est la meilleure des solutions? Je vous donne un exemple, puis je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais si, admettons, Boulot Vert est à 1 minute ou 5 minutes de marche d'un autre organisme qui fait à peu près la même chose, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de consolider finalement? Merci. Voilà. Il reste à peu près 1 minute peut-être pour une autre question. Monsieur le ministre, on aura peut-être le temps d'y aller plus en profondeur, mais justement, votre prédécesseur avait mis sur pied un fonds de fusion. Êtes-vous en mesure de nous dire combien de gens ont appliqué et comment avez-vous dépensé? C'était 5 millions de mémoire, le fonds de fusion. Je n'ai pas cette information sur le bout des doigts, mais avec votre consentement, je pourrais demander à M. le ministre de pouvoir vous donner cette réponse très précisément. Malheureusement, je sais qu'il y en a 2 organismes dans ma circonscription qui ont fusionné. Ça donnait bien, il y avait une direction qui partait à la retraite, une mission similaire. Oui. Ce qui est arrivé, par contre, dans le temps qui me reste, M. le Président, c'est qu'à la seconde où la fusion a eu lieu, les téléphones commençaient à sonner de la part d'Emploi Québec pour commencer à couper. Alors, ce n'était pas un exercice de rationalisation pour dire on va mettre en commun des ressources. C'était un exercice de coupure. Alors, le mot s'est passé dans les organismes qui se sont dit « Oh boy, faites attention parce que si vous fusionnez, au détour, le gouvernement vous attend, ils vont commencer à vouloir couper des affaires. » Bien, en tout respect, M. le Président, j'entends ce que dit mon collègue, mais on n'est pas dans une logique de scie tronçonneuse, là. Pas du tout. La logique de l'action du gouvernement du Québec, c'est d'être adapté aux besoins du milieu et on injecte les services en conséquence. Merci. C'est le bloc d'échange avec la deuxième opposition. Donc, on revient avec l'opposition officielle. Madame la députée, la parole est à vous pour 22 minutes 11 secondes. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer M. Lapointe de le boulot qui est parmi nous aujourd'hui, que moi-même j'ai eu l'occasion de lui parler tout récemment. Alors, je voulais, par respect, laisser le temps à mon collègue de Charles à Maisonneuve, vu que l'organisme se trouve dans son comté, de vous poser la question. Et bien contente de savoir que cette fois-ci, la rencontre va se faire avec les membres de son conseil d'administration. Je vais vous dire, je ne connais pas beaucoup l'organisme, mais pour le très peu de temps que j'ai pu m'entretenir avec M. Lapointe, ils font des miracles, des petits miracles avec pas grand-chose. Alors, et ça revient à notre premier bloc d'échange, M. le ministre. Quand je vous dis qu'on a des organismes comme celui-là, comme Horizon Carrière, qui font un travail extraordinaire dans les milieux, qui sont ancrés, connaissent le monde, qui connaissent comment aller chercher de l'aide et comment aider ces gens-là. Puis ils ont un taux de succès qui est quand même extrêmement impressionnant, M. le ministre. Et au jour au lendemain, ces organismes-là, je vous dirais même, ces organismes-là là, que je viens de nommer, là, dépassent les cibles qui sont fixées par Service Québec, par votre propre ministère. Et au jour au lendemain,
se retrouvent dans des situations précaires parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. Alors, je peux vous dire qu'est-ce que l'organisme Le Boulot a fait. Ils sont allés chercher des fonds pour rester en vie parce que, justement, on ne pouvait pas laisser tomber ces gens-là. Puis, mais demeure pas moins que vous ne répondez pas à la question. Quand je vous pose la question, comment qu'au jour de lendemain, ces organismes-là qui ont toujours été financés, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des cibles, ils atteignent des cibles beaucoup plus, puis quand je dis beaucoup plus de Service Québec, ça veut dire qu'eux, là, sont plus performants que Service Québec dans la question de l'employabilité ou dans la question de réinsertion d'emploi. Puis eux, ils se font couper. Alors, on est toujours à la case de départ, M. le ministre. Vous venez de dire, ça sortit de votre bouche, on doit s'adapter au milieu. Très bien. Alors, si on veut s'adapter au milieu, il faut aussi être à l'écoute, hein? Puis d'être capable de faire un recensement de ces organismes-là, parce que je ne dis pas qu'ils sont tous au même niveau, mais ceux qui sont performants, ceux qui sont, je vous dirais, exemplaires. Hein? Parce que je pense qu'on veut tous la même chose, M. le ministre. Moi et vous, là, on veut que ces gens-là, les plus vulnérables de notre société, se retrouvent sur le marché du travail, qui se retrouvent dans un processus de réintégration d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il n'y a personne autour de la table qui ne sait pas ça qu'on veut. Hein? C'est l'objectif final. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent à la recherche de financement? Bon. Alors, M. le Président, j'aimerais revenir à ce dont nous parlions dans le premier bloc avec ma collègue. Il y a une importante nuance à opérer ici entre l'achat de services que nous faisons auprès de groupes spécialisés en matière d'employabilité et qui ont pour nature d'être des OBNL et le financement à la base, à la mission de ces mêmes OBNL. Donc, la mission du ministère de l'Emploi, ce n'est pas d'assurer le financement des OBNL, cela revient à d'autres ministères. Nous, ce que nous faisons, nous achetons des services en matière d'employabilité auprès d'organisations spécialisées, tantôt auprès de populations plus marginalisées, plus éloignées du marché du travail, pour les ramener donc en employabilité. Mais l'achat de services dépend, bien sûr, du besoin identifié dans le coin de pays d'où on parle. Alors, ça prend une adéquation entre les services achetés, les besoins du milieu. Et nous finançons d'ailleurs de manière plus conséquente d'année en année ce financement. L'évolution du taux horaire moyen de 2012 à 2027 en mesure d'aide à l'emploi, le taux horaire, et je pourrais déposer le tableau, est passé de 66 $ à 89 $. Mais c'est sûr, ça dépend selon les services, mais c'est la moyenne. C'est une forte évolution, je crois. Oui, si vous souhaitez, M. le ministre, vous pouvez déposer votre tableau. Je comprends, vous parlez d'achat de services parce que vous revenez souvent là-dessus, de l'achat de services, puis que vous n'êtes pas là pour financer la mission globale. Très bien. Je le comprends. Alors, comment expliquez-vous que tous les organismes communautaires sont à bout, ils n'y arrivent plus, et que c'est des organismes, j'en viens de nommer deux, je peux vous en nommer, j'en ai un planoplie, où ce qu'eux, ils excèdent les taux de réussite bien plus que Service Québec peut faire. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Vous dites, je dois arrimer l'achat de services avec les besoins. C'est ça que vous dites. Les besoins sont toujours en augmentation, non, mais souvent, non. les achats de services ne suivent pas. Parce que si ça suivrait, on ne laisserait personne dans la rue, M. le ministre. On ne laisserait personne sans être servi ou être vu, que ce soit par l'organisme ou que ce soit par Service Québec. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène-là? Parce que normalement, votre logique, si je prends votre logique, on achète le service pour le besoin. Très bien. Alors, vous voyez où est-ce que je m'en vais. OK? Combien d'achats de services vous avez fait dans l'année par rapport à la demande? Juste avant votre réponse, M. le ministre, là, parce que je veux juste revenir sur le tableau, simplement l'acheminer au secrétariat pour avoir un dépôt officiel. Parfait.
Je dépose ça. Parfait. Allez-y, vous pouvez répondre. Immédiatement. Alors, je vous rappelle que, grosso modo, bon an, mal an, le budget global de financement de nos 400 organisations vouées à l'employabilité au Québec est de 250 millions de dollars. Et nous continuons d'opérer ce financement. Et vous me disiez, il y a toujours un accroissement des demandes. Bien, là-dessus, on n'est pas forcément d'accord, vous et moi, parce que selon les endroits, écoutez, on a assisté à une forte baisse du taux de chômage, une forte hausse du taux d'emploi, une forte baisse de gens qui sont sur le dernier recours à travers les années. Et donc, conséquemment, lorsque la demande en matière d'employabilité diminue, on ne peut pas dire que forcément, il y a une hausse. Il peut y avoir des hausses ponctuelles, momentanées. On voit que le marché du travail se resserre actuellement. Mais pour l'essentiel, nous réussissons. Et c'est pour vous dire à quel point nous tenons à nos organisations communautaires, nous réussissons à maintenir un financement d'au-delà de 250 millions de dollars par année, et cela malgré une importante coupure de 145 millions année après année imposée par le gouvernement fédéral. Oui. C'est ça, c'est la faute du fédéral, mais vous n'avez pas répondu à ma question, M. le ministre. J'imagine que, comme vous demandez d'avoir des redditions de comptes, assez fréquents, nos organismes communautaires sont remplis, ils font juste remplir de la paperasse par-dessus la paperasse. Puis on en discutera un petit peu, je fais juste ferme la parenthèse sur la paperasse parce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus. J'imagine qu'il y a une reddition de compte chez vous, dans votre ministère, qui fait en sorte que vous êtes capable de me dire, vous pouvez le déposer si vous ne l'avez pas entre les mains, là, de l'achat de services que vous faites par rapport à la demande. Vous me parlez de 400 organismes en employabilité. Ouais. Très bien. Ça va. Dans la demande d'achat de services versus la demande des organismes, c'est quoi les chiffres que vous avez? Alors, on a un tableau ici qui pourrait, pour l'essentiel, Monsieur le Président, répondre à l'excellente question de ma collègue et qui est très révélateur de l'évolution des besoins du marché. Bien sûr, ici, on s'arrête au début de l'année, là. On n'a pas l'année au complet 2025-2026. Mais en 2016-2017, on avait, puis je n'ai pas mes lunettes, là, Madame la sous-ministre, c'est bien 238 000 prestations pour un budget de 244 millions. Et en 2024-2025, on avait 133 000 prestations plutôt que 238. C'est presque la moitié moins, mais avec un budget équivalent de 243 millions de dollars. C'est pour dire que le gouvernement du Québec, chers collègues, est toujours au rendez-vous, puis va continuer de soutenir les personnes qui veulent revenir sur le marché du travail. Oui. Mais, écoute, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je ne veux pas rire, là, mais le ministre me sort des chiffres de 2016. Je pense qu'il y a eu une évolution dans le marché et dans la clientèle depuis ce temps-là. On le voit juste avec le taux de chômage auprès des jeunes. Alors, on aura l'occasion de parler du rapport du regroupement des Carrefour Jeunesse Emploi après que le ministre, s'il est capable de me répondre à ma question. Moi, je prends la balle au bon par rapport à ce que vous me dites, Monsieur le ministre. Vous dites, je fais de l'achat de services. Très bien. J'en suis. L'achat de services doit répondre à une demande. OK. Moi, je veux savoir, vous avez fait combien de shots de services cette année versus le nombre de demandes que vous avez eues. Vous devrez avoir ça. C'est une reddition de compte que vous devrez faire pour justifier l'argent que vous sortez de votre ministère. Alors, à ce jour, en 2025-2026, nous avons recensé à travers le Québec 114 105 prestations. OK. Participations. L'an passé, c'était 133 361. L'année d'avant, 148 000, parce que je n'ai pas mes lunettes, 893. Et puis, on a un tableau comme ça, là. C'est pas juste, contrairement à ce que vous disiez, à partir de 2016. Ce sont toutes les années jusqu'à maintenant. Donc, à partir de 2016. C'est une nuance très importante. Fait que si je comprends, votre dernier chiffre pour 2025-2026, c'est 114. 114 000, excuse-moi. J'ai dit 114 105, oui. Puis ça serait l'achat de services des gens que vous avez aidés à travers les 400 organismes en employabilité? Appel au sens large du terme des participations. Ouais. Donc, c'est des demandes, permettez-moi l'anglicisme, at large. OK.
Puis, Mais ceci étant dit, Oui. parce que tout à l'heure, vous reveniez, ma chère collègue, j'espère que vous et moi, néanmoins, on s'entend sur le fait d'une reddition de compte. Parce que pour que vous puissiez me poser ces questions-là, pour que je puisse y répondre, encore faut-il qu'à la base, vous aurez compris ça, M. le Président, qu'il y ait une reddition de compte. Parce que s'il n'y a pas de reddition de compte, on ne pourra même pas avoir ce débat-là en crédit. Donc, j'espère que vous et moi, on s'entend. Autant il n'y a pas un rayon de soleil qui peut passer entre vous et moi quant à l'importance de nos groupes communautaires et à la qualité des services qu'ils rendent à la population québécoise, autant, j'espère, on comprendra qu'on a besoin d'une reddition de compte qui soit la plus agile possible, qui soit peut-être la plus facilitatrice possible pour nos groupes, mais à la base, on a besoin d'une information pour qu'on puisse échanger sur un sujet très important qui réclame près de 250 millions d'investissements de la part du gouvernement du Québec. Écoutez, Monsieur le Président, le ministre, moi, j'ai demandé le recensement. Il s'en va sur la reddition de compte. On va aller sur la reddition de compte, Monsieur le ministre. C'est la reddition de compte auprès des organismes communautaires. Votre gouvernement a fait 5 projets de loi sur l'allègement réglementaire. Pas 1, pas 2, 5. Depuis ce temps-là, la paperasse a augmenté de 20 %. Ça, c'est partout, que ce soit dans vos ministères, que ce soit dans les organismes communautaires, partout à travers le Québec, quand on parle de reddition de compte. Vous trouvez, puis ça, M. le ministre, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez juste à rencontrer vos partenaires, ils vont tous vous dire qu'ils sont noyés dans la reddition de compte, dans la bureaucratie, dans la paperasse, et pendant qu'ils mettent des énergies et des ressources à faire ça, ils n'offrent pas les services sur le terrain. Ça, là, s'il y a un consensus, Monsieur le ministre, c'est là-dessus. Alors, moi, je vous demande, est-ce que vous trouvez normal qu'un organisme communautaire doit mettre des ressources pour faire des redditions de comptes qui sont rendues, je vous dirais même à une certaine limite exagérée, au lieu de donner le service à la population? Bien, Monsieur le Président, on est ici au cœur d'une réflexion fondamentale sur la reddition de comptes. Moi, je suis de ceux qui croient dans une saine gestion des deniers publics, parce qu'il y avait des redditions de comptes aussi à votre époque quand vous étiez au pouvoir, puis on les a allégées beaucoup depuis votre époque. On conviendra que de gouvernement en gouvernement, l'exercice public réclame que nous puissions avoir un minimum de reddition de comptes. Si j'achète des services puis que je ne peux pas valider ce pourquoi j'achète des services, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimal en matière de gestion publique. Ceci étant dit, on est pour l'allègement du cycle de gestion. J'aimerais que ma collègue, M. le Président, soit bien certaine de ça. Il y a plusieurs éléments, dont celui du financement triennal dont je lui parlais, qui est une nouveauté, mais on a réduit de près de la moitié le nombre des indicateurs qui servent à la documentation de la reddition de comptes. On a réduit la moitié du nombre d'indicateurs. C'est quand même important. Ça, c'est un geste. Tu sais, les babines suivent les bottines. J'ai toujours à le dire, toujours de la misère à le dire sans me tromper, mais les actes suivent les intentions à cet égard de la légalité. Oui, j'ai mon collègue de Jean Talon qui me partage un commentaire intéressant. Mais ceci étant dit, on prouve, bien sûr, on prouve l'allègement du cycle de gestion par de nombreux éléments, comme également le partage d'informations entre le ministère des Services sociaux et le ministère de l'Emploi, pour éviter de redemander 2 fois les mêmes informations. Donc, on est dans plusieurs petits gestes qui paraissent peut-être banals, mais additionnés les uns aux autres, c'est là pour faciliter la vie, la gestion de nos groupes communautaires. J'en suis très heureux. Merci, Madame la députée. Mon Dieu, Monsieur le ministre, je ne sais pas, puis, tu sais, je veux rester extrêmement respectueuse parce que je sais que vous venez d'arriver. Alors, tu sais, je comprends ça, puis ça prend un certain temps quand même de connaître les dossiers. Mais d'être capable d'être devant moi aujourd'hui et me dire que vous avez simplifié la reddition de compte, de dire qu'il y a une volonté du gouvernement pour faire d'allégir la paperasse, quand je viens de vous dire, là, puis j'en ai fait 2 sur les 5 projets de loi, là, hein? Le dernier, là, sur 186 articles, il y en avait 5 qui portaient sur l'allègement.
C'était sur la paperasse qui concernait les ministères. C'était le 2 pour 1, OK? Puis que le reste, c'est un omnibus, parce qu'on a décidé qu'on mettait tout ce qu'on n'a pas été capable de faire dans ce projet de loi-là, là, OK? Puis quand je vous dis que la paperasse a augmenté de 20 vous êtes capable d'être devant moi aujourd'hui, me dire que vous avez simplifié la reddition de compte, quand j'ai devant moi des témoignages, puis je vais vous lire, là, vous avez dit, on a simplifié, nous, on se fait dire, la reddition de compte est de plus en plus lourde. Ça nous demande des efforts, c'est la bureaucratie par-dessus la bureaucratie, tellement que le gouvernement est en train de nous étouffer avec la paperasse. Puis aujourd'hui, vous dites, vous l'avez simplifié? Alors, Monsieur le Président, Avec tout respect. bien sûr, puis j'entends la question de la collègue, mais je ne sais pas de quel ministère elle parle à l'instant, mais elle ne parle certainement pas du ministère de l'Emploi. Parce que nous n'avons pas augmenté notre reddition de compte de 20 %. Bien au contraire, nous l'avons allégé. D'abord, nous entamons un processus de financement triennal, ce qui va alléger les demandes de financement des organisations, ce qui est un point très, 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 très important pour nos DG d'organisation. Vous permettez, M. le ministre, parce Oui. que vous dites, je ne sais pas de quel organisme, de quel ministère qu'on parle. Je parle de vos partenaires, je parle de Service Québec. Alors, c'est vous le responsable. Je ne parle pas des autres ministères. Je faisais référence à le dernier projet de loi qu'on a fait. C'est de ça que je fais référence. Là, je parle de Service Québec. Je parle de les organismes communautaires qui sont sous votre responsabilité. Entre autres, qui font l'insertion d'emploi et l'employabilité, qui nous dit aujourd'hui, puis je vous dis là, on s'en va, préparez-vous là, parce qu'on s'en va vers les Carrefours Jeunesse d'emploi du Québec, qui, eux, ils font un constat là, dévastateur. Alors, auprès des jeunes. Ceci dit, on va finir ce volet-là. Vous dites, vous avez simplifié. Alors, j'imagine que, en parlant de reddition de compte, Monsieur le Président, que le ministre aurait la documentation à déposer ici en cette commission qui démontre justement comment vous avez fait auprès de vos partenaires et Service Québec, comment vous avez allégé cette fardeau bureaucratique et administrative-là. J'imagine que vous avez des données là-dessus. Bien, on va vous en trouver, bien sûr, chers collègues, les données que vous demandez, mais de mémoire, ma collègue, la députée de Repentigny, l'actuelle ministre de l'Environnement, lors de l'annonce qu'elle avait fait des assouplissements de l'allègement du cycle de gestion, plusieurs organisations avaient salué ce geste. Je me souviens très bien, là, alors on pourra peut-être ressortir, j'aime pas l'anglicisme, un clipping de presse, une revue de presse, pardon, pour en témoigner, mais ces allègements avaient été salués par nombre de groupes communautaires. Moi, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, c'est-à-dire, si vous permettez, c'est pas les lignes de presse, parce que je fais ma revue de presse à tous les matins. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la reddition de compte que son propre ministère a faite, qui démontre que nos organismes ne sont pas émergés dans la paperasse, puis qu'au lieu de lourdir l'administration, la bureaucratie, vous l'avez simplifiée. J'imagine que vous avez ces données-là, parce que si vous les avez, je vous demande de le dire haut et fort, parce que c'est important là, comme information, parce que c'est pas ce qu'on entend sur le terrain. Monsieur le Président, je vais répéter à ma collègue, par votre intermédiaire, que nous avons procédé à l'allègement du cycle de gestion, notamment par un financement qui est sur une base triennale. Non, mais c'est fondamental, parce que la base du travail d'un DG, si à chaque année, il doit redemander, justement, redéposer une demande, puis qu'on lui demande non plus de le faire une fois par année, mais une fois par 3 ans, si ça, c'est pas de l'allègement, je me demande ce que c'est. Quand je vous dis qu'on a diminué de la moitié le nombre d'indicateurs demandés dans une demande de service, on a diminué de la moitié ou à peu près les indicateurs. Ça, si c'est pas de l'allègement, je sais pas ce que c'est. Quand on partage de l'information entre les services sociaux et l'emploi pour éviter la redondance des demandes d'information, si c'est pas de l'allègement, ça, je sais pas ce que c'est. Merci. Oui, Pour finir, parce que mon collègue à côté m'indique, le ministre a commencé avec 20 de dire que on allégeait, on a coupé le nombre d'indicateurs de 20 là, on est rendu à 50
Alors, si j'ai dit 20 C'est 20? je me suis trompé. Alors, c'est 50 J'ai bien dit la moitié. La moitié. Ça Parfait. ressemble à 50 Excellent. C'est noté. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Ça met fin à ce bloc échange avec l'opposition officielle. On enchaîne avec le député de Jean Talon. Vous avez 14 minutes 48 secondes. Bonjour, Monsieur le ministre. À vous et aux membres de votre équipe. Bonjour à toutes les personnes présentes. Monsieur le ministre, dans un article récent, il y a quelques jours paru dans la presse, le titre, c'est « Une année qui s'annonce difficile au Québec en matière d'emploi ». Je suis pas mal convaincu que vous avez vu la même revue de presse que moi, mais donc, on y apprend notamment que le taux de chômage est passé de 5,4 en mars à 6,2 en avril, et qu'entre le mois de janvier et le mois d'avril 2026, le Québec a perdu plus de 90 000 emplois. J'étais présent, donc, lors de l'annonce du budget du gouvernement du Québec par votre collègue, le ministre des Finances, et qui soulignait à grands traits, donc, le rôle du gouvernement lorsque les chiffres sont bons, notamment en matière d'emploi. Alors, je vous pose la question. Quel est le rôle de votre gouvernement dans ce refroidissement du secteur de l'emploi au Québec? Alors, Monsieur le Président, mon collègue soulève un enjeu de fond. L'économie canadienne, et tout particulièrement l'économie québécoise, est l'objet d'une des plus intenses guerres commerciales qu'elle n'a jamais connues de la part des États-Unis. Il y a des secteurs qui sont... L'ensemble de l'économie est touché, mais il y a des secteurs encore plus ciblés, comme l'aluminium, comme l'acier, comme le cuivre. Jusqu'à tout récemment, j'étais ministre responsable des ressources naturelles. Le bois d'œuvre se voit imposer 45 de tarifs douaniers. C'est presque un mur de Berlin qu'on a construit entre le Québec et les États-Unis. Très difficile dans ce contexte de procéder aux exportations que nous faisions jusqu'à tout récemment, sachant que le Québec est un pays d'exportation. Donc, effectivement, le marché de l'emploi, mon collègue a bien raison, s'est contracté. C'est contracté sous l'effet de cette guerre commerciale dont nous sommes l'objet. Il s'est contracté parfois également sous l'effet du dumping chinois. Il s'est contracté également sous l'effet d'une conjoncture internationale qui n'est pas facile avec ce que l'on connaît au détroit d'Ormuz, ce que l'on voit en Ukraine. Notre taux de chômage à 6,2, toutefois, l'économie du Québec, elle est forte. Ses bases sont solides. Si on compare notre taux de chômage à celui de l'Ontario, il est à 7,5 %. Nous sommes à 6,2 %. La moyenne canadienne est à 6,9 %. Et on a encore plus de 100 000 emplois disponibles sur le marché qu'on va tenter de combler. Je me doutais que vous alliez me parler de cette guerre tarifaire qui a des impacts qu'on ne peut nier. Cependant, la plupart des grandes banques canadiennes et le mouvement Desjardins ont pris la peine de souligner, face à ces chiffres sur les pertes d'emploi et le taux de chômage, qu'on ne peut tout mettre sur le dos de la guerre tarifaire. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas la première fois. On est souvent dans les superlatifs, qu'on n'a jamais vu ça, etc. Mais le premier mandat de Donald Trump a été marqué par une guerre tarifaire. L'administration précédente aussi avait mené des guerres tarifaires, notamment dans le bois d'œuvre et dans l'aluminium. Donc, ce n'est pas la première fois. Et en fait, les économistes des grandes banques, notamment de la Banque nationale, disent qu'il s'agit du pire début d'année en matière d'emploi depuis 2009. Donc, je vous repose la question. Est-ce que c'est uniquement la guerre tarifaire? Votre gouvernement est complètement étranger. Donc, quand ça monte, quand ça va bien, les chiffres de l'emploi, c'est votre gouvernement, mais quand ça va pas bien, vous n'avez pas de rôle à jouer? Et est-ce que vous avez une stratégie? Alors, Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que je réponds à la question de mon collègue, parce que là, il compare deux guerres tarifaires qui sont difficilement comparables. Je reviens à l'univers du bois d'œuvre. De mémoire, la plus importante guerre commerciale avant celle qu'on vit, on était monté à 22 % de tarifs. Là, on est à 45. C'est pratiquement le double. Et donc, il faut comparer une pomme avec des pommes. Et là, oui, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on vit une guerre commerciale aussi longue, tellement longue qu'on ne sait même pas quand elle va finir, et aussi dure,
Donc, par rapport à ça, le gouvernement du Québec est très proactif en mettant de l'avant une série de mesures globales. La première ministre, d'ailleurs, hier, a annoncé un allègement, bien sûr, des coûts, du coût de la vie. On a vu un allègement de la fiscalité pour nos PME. Il y a un bon nombre de mesures que nous mettons de l'avant, mais il faut savoir qu'au niveau de l'emploi, nous avons encore actuellement 100 000 postes disponibles et cette augmentation du taux de chômage, parce qu'on était dans un taux de chômage dit inflationniste, hein, selon les mêmes économistes Desjardins que vous soulignez dans le rapport, notre taux de chômage était tellement bas qu'il avait des répercussions inflationnistes très élevées. Et cette décontraction du marché va nous permettre de pouvoir remobiliser une partie de la main-d'œuvre sur des secteurs plus stratégiques. Monsieur le député. Mais donc, vous insistez, les 90 000 emplois, c'est uniquement en raison de la guerre tarifaire? Bien, Monsieur le Président, il faut comprendre qu'il y a un contexte qui est global. On vit notamment aussi dans une perspective où un des grands enjeux, c'est le reprenariat. Hein, il y a eu plusieurs études, notamment de Desjardins, que vous avez si bien citées, où on voit que jamais dans notre histoire, on a connu autant de gens qui étaient propriétaires d'une entreprise, qui voulaient la céder, qui ne savaient pas à qui la céder. Puis ça, c'est un nombre record au niveau... Toutes les chambres de commerce, toutes les études témoignent de cette volonté de reprenariat. Et ça a des conséquences sur l'investissement des entreprises privées, parce que quand tu es à quelques mois peut-être de vendre ton entreprise, quand tu penses à céder tes actions, tu n'es peut-être pas dans une logique où tu veux réinvestir massivement. Donc ça aussi, ça contribue inévitablement, momentanément, au ralentissement de nos investissements, ce qui a des conséquences sur l'emploi. Est-ce que vous avez des chiffres ventilés sur cette augmentation du taux de chômage? L'année passée, j'avais posé la question à votre prédécesseur. On a les statistiques, notamment sur le taux de chômage chez les jeunes. J'y arrive dans quelques minutes. J'ai des chiffres de 8,2 % actuellement chez les jeunes. J'aimerais savoir si vous avez ces chiffres-là. J'aimerais savoir aussi si vous avez des chiffres sur le taux de chômage comparé des nouveaux arrivants par rapport à les Québécois là, de deuxième, troisième, quatrième génération. Il y avait ces chiffres-là il y a 2 ans qui étaient disponibles. Je les ai demandés pour l'année passée. Je vous les redemande pour cette année si vous avez cette ventilation-là. Alors, Monsieur le Président, nous avons ces chiffres. Je ne les connais pas tous par cœur. On sait que traditionnellement, les nouveaux arrivants subissent un taux de chômage qui est plus élevé que la moyenne nationale. Mais on va demander à mes équipes, là, vous voyez, ça faire déjà pour pouvoir trouver cette ventilation plus précise. Monsieur le député. Est-ce que vous avez la réponse à portée de main ou ça va être pour plus tard? Bien, si vous voulez, on prend le temps de la trouver, là, puis on va vous donner quelque chose le plus rapidement possible. Très bien. Mais effectivement, juste pour finir là-dessus, je me permets de saluer les membres de mon équipe qui sont derrière moi parce que une des plus belles surprises que j'ai eues en arrivant au ministère de l'Emploi, c'est l'extraordinaire dynamisme de la direction de l'analyse qui a fait une vigie constante de l'évolution de la situation de l'emploi partout à travers le Québec, selon les secteurs d'activité, oui, selon les régions, selon les générations. On salue aussi votre équipe. On connaît le travail qui se fait dans les cabinets, dans les ministères, donc merci de le souligner. Je vais vous amener, donc, en attendant, si on peut avoir les chiffres, oui, on les aura plus tard, mais merci beaucoup. Je vous ramène sur le taux de chômage pour les jeunes, oui, qui est plus élevé. Donc, on sait oui, qu'il y a une grande hausse du taux de chômage chez les jeunes. Oui. Le regroupement, donc, des centres jeunesse-emploi vient de publier un rapport qui s'appelle « Ma voix compte », qui parle de chiffres assez préoccupants de jeunes qui n'ont pas confiance en l'avenir. Mm-hmm. C'est des chiffres qui dépassent les 90 %. Qui sentent que le marché du travail se referme oui, sur eux, notamment en raison de l'arrivée des nouvelles technologies, en raison des changements, des bouleversements dans le marché du travail. Bon, vous avez annoncé récemment un programme, j'y viens dans quelques minutes, mais j'aimerais vous poser des questions sur une précédente annonce que votre gouvernement a faite. C'était votre prédécesseur qui l'a faite, donc le 3 septembre 2025. C'est le programme Jeunes en mouvement vers l'emploi.
qui a été annoncé. Et là, votre prédécesseur disait que c'était pour donner aux jeunes de toutes les régions du Québec les moyens de prendre leur place dans le monde du travail et qu'il y avait des résultats immédiats qui allaient arriver. J'aimerais savoir si vous avez des résultats de ce programme après un peu plus d'un an, en fait 1 an et demi. Combien d'emplois ont été créés chez les jeunes grâce à ce programme? Et donc, pour reprendre votre expression, est-ce que les bottines ont suivi les babines? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, la question est très, très pertinente puisqu'il s'agit d'une mesure quand même relativement jeune qui date de septembre 2025. On m'indique que nous n'avons pas encore totalement tous les résultats. Mais je tiens à vous dire que dès que nous les aurons, nous vous les ferons parvenir. On a cependant les sommes, des sommes financières là, qui ont été injectées. Mais mais ceci étant dit, ce programme-là était, bien sûr, comme vous le savez, dédié jeunes vers l'emploi, vers une clientèle qui était historiquement, plus éloignée du marché du travail. Tandis que la mesure que nous avons annoncée cette semaine est dédiée à des jeunes qui cherchent une première expérience dans leur domaine d'études. Donc, je pense que ces deux programmes sont très complémentaires. Mais donc, pas de chiffres. On ne sait pas combien d'emplois ça a créé. Pour l'instant, on est... Parce que ça fait quand même 1 an et demi. Ouais. Ben, ça fait à peine moins d'1 an. OK. Non, avec votre permission, si vous voulez, le sous-ministre peut parfaire la réponse. Sinon, on continue. Bien, très rapidement, là, parce que le temps file de fait, là, est-ce que vous avez des chiffres de création d'emplois, oui ou non? Juste avant, en vertu de ce programme. Avant de vous donner la parole, j'ai besoin de consentement. Est-ce que j'ai le consentement? Consentement. Simplement prendre le temps de vous présenter avec votre titre. La parole est à vous. Oui, bonjour, Francis Gauthier, sous-ministre social Emploi. En fait, le programme a été lancé le printemps dernier. Les subventions aux organismes qui ont soumis des projets ont été confirmées jusqu'à l'automne. Fait que les projets commencent tout juste. Fait qu'on n'a pas encore de résultats. Les projets sont en cours. Très bien, pas de chiffres. Merci. Donc là, vous venez d'annoncer un programme par lequel, essentiellement, vous subventionnez les employeurs pour des emplois créés avec des jeunes. J'aimerais savoir pourquoi vous avez opté pour des subventions aux entreprises plutôt que de suivre la voie qui vous est notamment proposée par les regroupements des centres jeunesse emploi qui demandent de miser sur leurs compétences en accompagnement, en création d'emplois, qui vous incitent notamment à simplifier les processus. Là, puis ici, là, je complète ce que l'échange que ma collègue avait avec vous. Pourquoi vous avez misé donc sur des subventions aux entreprises plutôt que d'aider les organisations qui aident déjà à l'employabilité des jeunes? Le ministre. Alors, je remercie mon collègue pour sa question. Cette idée, elle est le fruit, de discussions que nous avons eues avec le regroupement de la Fédération des jeunes chambres de commerce du Québec. Donc, un groupe de jeunes qui nous a dit « faites comme ça ». Elle est le fruit de discussions que nous avons eues avec le réseau du Carrefour Jeunesse Emploi, qui nous ont dit « faites ça comme ça ». Le collectif avec Mme Vielle n'était pas tellement loin non plus. Donc, cette solution, c'est pas une solution ex cathedra gouvernementale, là, c'est bottom-up, ça vient du milieu, ça a été demandé par nos partenaires, et c'est une manière de pouvoir donner une première chance à nos jeunes afin qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier. On sait que la première expérience, vous le savez très bien, Monsieur le Président, de travail est souvent la plus déterminante. Elle nous permet donc d'œuvrer dans un secteur pour lequel on a étudié longtemps. Donc, cette formation, cette possibilité donc de financement, elle est ouverte à toutes les formes de qualification, que ce soit un DEP, que ce soit un DEC, que ce soit un diplôme d'études universitaires. 1 minute. Malgré tout, là, ce qu'on voit là, des chiffres qu'on obtient notamment là, des Carrefour Jeunesse Emploi, c'est qu'il y a quand même eu une réduction importante en dollars constants des subventions que vous leur accordez, alors que leurs résultats sont assez probants, sont reconnus d'ailleurs par votre ministère. Ça n'aurait pas été une voie, ça, de continuer de travailler avec un partenaire qui livre des résultats? Bien, écoutez, Monsieur le Président, j'ai la chance de lever mon chapeau au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai eu la chance de travailler au tout début de cette aventure. C'était une idée du grand Jacques Parizeau et de son épouse Lisette Lapointe, que je salue, si elle nous écoute. Si ces deux personnages-là, avec Martine Morissette, n'avaient pas été là, il n'y aurait pas de Carrefour Jeunesse Emploi. Monsieur le ministre, lever son chapeau, c'est une chose, là, mais vous savez que le chapeau aussi, d'habitude, il sert à mettre de l'argent dedans, et c'est ce que les centres jeunesse emploi vous demandent, un allègement de leur fardeau administratif et le maintien
ou l'arrimage de leur financement aux besoins auxquels ils répondent avec beaucoup d'efficacité. 5 secondes. On a plus que doublé le financement des CGE durant mon propre mandat. Je vois ce que fait le Merci, CGE de Montmorency. merci, c'est Monsieur le ministre. extraordinaire. Ça met fin à ce bloc d'échange avec le député de Jean Talon. Avant de céder la parole à la partie gouvernementale, nous avons bien reçu le tableau du ministre. Donc, merci. Le tableau s'intitule « Évolution du taux horaire moyen de 2012 à 2027 ».